Je m'appelle Arthur Keller, je suis auteur, conférencier, formateur, consultant sur les questions de limites et vulnérabilité des systèmes complexes. En l'occurrence, j'applique ça aux sociétés humaines, les stratégies de résilience collective et aussi, à côté de ça, le storytelling et comment on peut utiliser les récits comme des outils de mobilisation et de transformation. Quand on veut essayer de comprendre l'état de notre monde et où il va, il y a deux notions à côté desquelles on ne peut pas passer. La première notion, c'est la notion d'empreinte écologique et la seconde, celle de biocapacité. Ce sont deux notions qui sont liées, je vais les expliquer brièvement. L'empreinte écologique, c'est l'impact que l'on a sur notre environnement. En l'occurrence, on raisonne à l'échelle planétaire, donc l'impact que l'humanité a sur la planète Terre. Et cet impact, il est essentiellement de trois natures: les ressources que l'on utilise et qu'on prélève, les déchets et les pollutions qu'on rejette, et les dégradations qu'on inflige. Voilà comment on caractérise à peu près l'impact qu'on a sur notre planète. À côté de ça, il y a la biocapacité, ou la capacité bioproductive également, on peut appeler ça comme ça, de la Terre. Et c'est quoi? C'est sa capacité à régénérer les ressources qu'on prélève, sa capacité à absorber les déchets et les pollutions qu'on y rejette, et à réparer les dégâts qu'on inflige à la planète. Et donc voilà, empreinte écologique, biocapacité, ce sont les deux notions qu'il faut mettre en regard. Et en réalité, nous dit la dynamique des systèmes, c'est-à-dire la façon dont on étudie comment les systèmes évoluent dans le temps. Ces deux composantes sont extrêmement liées. On ne peut pas avoir une empreinte écologique qui dépasse durablement la biocapacité. C'est comme si je te disais, tu ne peux pas dépenser, durablement en tout cas, plus que ce que tu gagnes. Ou tu ne peux pas manger plus que ce qu'il y a dans le garde-manger. Donc c'est extrêmement simple en réalité comme notion. Et donc voilà, lorsqu'on regarde aujourd'hui comment évolue le système Terre, en fait le système constitué de l'humanité posée sur la planète Terre, et bien quand on jauge l'empreinte écologique de cette humanité sur la Terre, et bien on voit qu'elle a une drôle de tête, qui ressemble drôlement à une exponentielle. Une exponentielle, c'est quoi? Attendez, je vais faire un petit dessin. Hop. L'exponentielle, c'est une courbe qui a à peu près cette forme-là. Une exponentielle, elle se caractérise de la manière suivante. On a des pas de temps ici, réguliers. Alors ces pas de temps, ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être des secondes, ça peut être des années, des siècles même si on veut, ça n'a aucune espèce d'importance. En tout cas, pour expliquer la fonction exponentielle, on a des pas de temps réguliers ici, et en ordonnée, à chaque point correspond une valeur, et cette valeur double pour chaque pas de temps. Voilà. Donc là, à peu près, la valeur suivante, elle est là. Et si je ne me suis pas trop trompé, bon, voilà, on tombe ici. Voilà ce que c'est qu'une exponentielle. Aujourd'hui, donc, si l'on regarde les différentes dimensions de l'empreinte écologique, que ce soit les dégradations qu'on cause, que ce soit la quantité de ressources qu'on utilise, ou que ce soit les pollutions que l'on rejette, eh bien, on voit qu'il y a des exponentielles absolument partout dans ces dynamiques-là. C'est ce qu'on appelle la grande accélération. Il y a une étude qui date d'il y a une dizaine d'années, je ne sais plus l'année exacte, qui s'appelle The Great Acceleration, de Will Steffen, qui démontre effectivement, avec tout un tas de courbes, qu'aujourd'hui, notre empreinte écologique part en exponentielle. Et cette courbe, elle peut s'appliquer à un certain nombre de choses. Comme je disais, l'empreinte écologique a plusieurs dimensions. Aujourd'hui, quand on voit ce qui part en exponentielle, on a différentes choses. On a par exemple le dégagement de méthane qui part en exponentielle. On a l'acidification des océans également qui part en exponentielle. On a la surface déforestée qui est une exponentielle. Ça, c'est au niveau de la nature. Au niveau de nos sociétés, on va avoir par exemple la population, et notamment la population urbaine aussi, qui sont des exponentielles, en tout cas qui ressemblent fortement à des courbes exponentielles. On va avoir par exemple le PIB. Le PIB, oui, pour l'instant, même si la croissance diminue un petit peu, malgré tout, ça reste globalement une exponentielle au niveau mondial. Voilà, on va avoir l'usage de fertilisants, qui est également une exponentielle, etc., etc. Il y a énormément de choses, que ce soit dans le monde naturel ou à l'intérieur de nos sociétés, qui ont des courbes qui ressemblent à s'y méprendre à cette courbe-là. La question est, quand on a tous ces phénomènes, tous ces paramètres qui évoluent comme une exponentielle, sur un monde qui est fini, c'est-à-dire qu'il y a une biocapacité limitée. Cette biocapacité, elle n'est pas fixe, elle peut légèrement fluctuer à la hausse ou à la baisse, parce qu'il y a des choses qui influent dessus, mais en tout cas, elle existe, il y a une limite. Et bien, qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est ce qu'on va regarder. Il y a différentes manières de voir comment un système complexe peut évoluer quand son empreinte écologique commence
à partir en exponentielle alors qu'il y a une limite. Et donc j'ai établi une typologie des imaginaires de l'avenir, c'est-à-dire une classification des différents types d'imaginaires qui existent. Il y en a 4, je vais les présenter, dans justement cette perspective où nous sommes une espèce, parmi d'autres certes, sur une planète qui est finie, qui a des limites de biocapacité, et donc notre espèce essentiellement a une empreinte écologique. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on va raisonner, et donc il y a plusieurs façons d'imaginer comment les courbes de l'empreinte écologique et de la biocapacité vont évoluer au fil du temps. Donc ça s'appuie sur de la dynamique des systèmes, qui est de cette discipline dans laquelle on étudie comment les systèmes complexes évoluent au fil du temps en fonction de leurs éléments, de règles d'interaction entre les éléments et d'éléments extérieurs, de pressions et de forces extérieures. Ça s'appelle de la dynamique des systèmes. Donc je repars de courbes et de modèles qui sont extrêmement connus et acceptés en dynamique des systèmes pour ensuite me projeter plus loin et voir justement les différents types d'imaginaires que l'on a, que l'on entretient de l'avenir. Premier type d'imaginaire, c'est ce que j'appelle l'imaginaire illimitiste. C'est-à-dire que l'on a notre empreinte écologique qui est une exponentielle, et c'est le cas aujourd'hui comme on vient de le voir, et que il y a une biocapacité quelque part, voilà, une biocapacité quelque part qui va à un moment coincer. Il va faire que les courbes vont se rencontrer. Ou pas. Typiquement, c'est précisément ce que pensent les illimitistes, soit que cette biocapacité, cette courbe-là en violet est tellement loin qu'on n'a pas à s'en préoccuper, soit pour certains qui pensent qu'effectivement, la courbe des limites, elle n'est pas très loin, mais on va pouvoir la repousser. On l'a déjà fait, pourquoi n'y arriverait-on pas? Et donc, on peut continuer. Rien n'empêche effectivement de faire croître l'empreinte écologique en blanc de façon illimitée quand la biocapacité elle-même croît et reste au-dessus ad vitam aeternam. C'est un premier type d'imaginaire, ça peut se décliner de différentes manières. Il y en a certains qui arrivent à nier absolument l'existence d'une limite, même sur une planète finie. Ils refusent d'imaginer la limite. C'est rare, la plupart acceptent qu'il y a une limite, mais certains pensent qu'effectivement on peut la repousser ad vitam aeternam, comme on l'a déjà fait dans le passé, par typiquement la découverte des combustibles fossiles qui nous a permis de repousser la biocapacité de la planète, c'est-à-dire ce qu'on pouvait produire, ce qu'on pouvait extraire de la planète grâce à ces combustibles fossiles, mais également la révolution verte qui nous a permis de booster les rendements agricoles et donc d'arriver à extraire encore plus, donc d'augmenter la biocapacité, la capacité bioproductive de la planète. On l'a déjà fait, on n'arrête pas en fait de le faire. Bon, et donc il y en a qui pensent qu'on va pouvoir faire ça, comme je disais, à l'infini, c'est le premier type d'imaginaire. Sauf que le monde, il n'est pas comme ça. Les illimitistes pensent que c'est une exponentielle, et ça avait vraiment une tête d'exponentielle jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Dans la réalité, il y a des limites. Et donc dans la réalité, la courbe elle a plutôt cette tête-là. Donc l'empreinte écologique que l'humanité a sur la Terre augmente moins vite qu'avant. Voilà, la courbe ne continue pas comme une exponentielle, mais plutôt prend cette forme-là, une forme de S, ce qu'on appelle une sigmoïde. Les gens qui ont compris ça sont dans un autre type d'imaginaire de l'avenir. Ils comprennent que, effectivement, il y a des limites et qu'on ne peut pas pouvoir continuer comme ça. Et ils pensent la chose suivante. Ils pensent, ok, bon, imaginons que la limite, elle est là. Eh bien, on va pouvoir rendre tout ça soutenable. On va pouvoir rendre la présence de l'humanité, de cette civilisation sur la Terre, soutenable. Donc ici, on met une limite, c'est la biocapacité de la planète. Et là, on a notre empreinte écologique. Elle continue d'augmenter, mais elle augmente moins vite. Et ça, on l'observe aujourd'hui dans un certain nombre de choses. On l'observe, le PIB dont je parlais tout à l'heure, le PIB aujourd'hui, il augmente moins vite. La croissance du PIB est de plus en plus faible. Pour autant, la quantité de biens et de services qu'on produit augmente toujours, mais moins vite. Pareil également pour un certain nombre de ressources que l'on exploite, qui aujourd'hui, on continue à en exploiter de plus en plus, mais c'est de plus en plus difficile, donc ça va moins vite. On se heurte à ce qu'on appelle une loi des rendements décroissants. C'est-à-dire que progressivement, les améliorations, les incrémentations, les surplus que l'on arrive à produire sont de plus en plus faibles pour un niveau d'investissement donné au départ. Aujourd'hui, donc, on observe que la courbe de l'empreinte écologique sur la Terre a plutôt cette forme-là. Dans le deuxième type d'imaginaire, ce que j'appelle donc les soutenabilistes, il y a des gens qui imaginent que, ok, il y a une limite, mais on va pouvoir rester en deçà de cette limite.
Et donc on va pouvoir faire en sorte justement, par un ensemble de mesures que l'on va prendre, des mesures politiques, normatives, législatives, et puis l'innovation partout évidemment, l'innovation va permettre de soulager un petit peu les choses. Donc on va pouvoir continuer à avoir une civilisation qui fonctionne normalement, mais l'empreinte écologique de cette civilisation, elle, on va la dompter et on va réussir à rester sous cette courbe. Alors, ça peut même être une variante qui dit on va continuer à faire augmenter encore un petit peu cette biocapacité et on va rester, nous, sous cette courbe, résolument sous cette courbe. C'est bon, on peut soutenabiliser tout ce bordel. C'est le deuxième type d'imaginaire, les soutenabilistes. Hélas, eux aussi sont un petit peu en retard sur l'évolution du système dans le monde réel, c'est-à-dire l'évolution de l'empreinte écologique et de la biocapacité. Parce qu'en réalité, la courbe, elle n'a pas cette tête-là. La courbe, elle a cette tête-là, elle ne continue pas à monter, elle est en train de stagner à beaucoup d'égards. Et surtout, la biocapacité, elle n'est pas là. La biocapacité, elle est là. C'est-à-dire que ce que ces gens-là n'ont pas compris, c'est que ça fait longtemps qu'on a dépassé la limite. Quand on regarde les travaux du Global Footprint Network, les gens qui ont créé l'indicateur d'empreinte écologique et de biocapacité, qui ont créé le mode de calcul, pas le concept, mais le mode de calcul, et quand on regarde leurs études, ce qu'on voit, c'est que la courbe de l'empreinte écologique a dépassé la courbe de la biocapacité au début des années 70. Alors on peut discuter de la validité précise, exacte de ces indicateurs, on peut en discuter. Peut-être que selon d'autres conventions de calcul, ce ne serait pas 1970, 71, mais peut-être plutôt 1980 ou dans ces eaux-là. Mais de toute façon, on l'a dépassé. Ça fait très longtemps qu'on a dépassé cette limite. Et ceci, la sigmoïde, n'est plus possible. Qu'est-ce qui se passe à partir du moment où la courbe d'empreinte écologique dépasse la biocapacité ? La première chose qui se passe, c'est que la biocapacité commence à décliner. Elle décroît parce qu'on attaque sérieusement la planète Terre. On attaque les écosystèmes et les services écosystémiques qui sont avec. On attaque des ressources. Soit on a des ressources non renouvelables qu'on dilapide à une vitesse grand V, soit on a des ressources qui seraient renouvelables si on les utilisait à un rythme inférieur à leur taux de renouvellement, mais qui deviennent des ressources non renouvelables à partir du moment où on les prélève plus vite qu'elles ne peuvent se régénérer, et donc progressivement le stock baisse et notre capacité à les exploiter baisse. C'est la biocapacité de la planète qui baisse quand l'empreinte écologique de l'humanité est trop élevée. C'est ça exactement qu'on est en train d'observer aujourd'hui, c'est-à-dire que si l'on regarde l'empreinte écologique globale de l'humanité, elle continue à augmenter, mais moins vite qu'avant, et si on regarde la biocapacité, elle continue en fait très légèrement à augmenter, mais à beaucoup d'égards, ça décroît. Je donne deux exemples. On a la capacité productive des sols qui est en train de commencer à décroître aujourd'hui au niveau mondial. On a la capacité également des flottes de pêche à extraire de la ressource halieutique, des poissons, des océans, qui, elle aussi, est en décroissance. Et ça va se généraliser, c'est-à-dire qu'au niveau des écosystèmes, à force de prélever au-delà de rythmes raisonnables, forcément, à un moment, la biocapacité se dégrade. Donc voilà en réalité là où on en est aujourd'hui dans ce monde. Il y a un troisième type d'imaginaire donc, de gens qui prennent ça en compte et qui disent « Ah ben, faut décroître ». Ils ont raison dans le sens où, de toute façon, on va décroître. L'empreinte écologique de l'humanité ne peut pas rester durablement au-dessus de la biocapacité de la planète. Comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas manger plus que ce qu'il y a dans le garde-manger. Pas possible. Donc, la courbe blanche va repasser sous la courbe violette. Et donc, des gens disent « faut décroître ». Et donc, ce qu'ils disent, c'est « on va faire ça ». On va décroître, on va passer sous la courbe, et puis on va se stabiliser autour d'une position d'équilibre qui fait qu'on va stabiliser le système. Si j'écris cette courbe, ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui imaginent ça, c'est parce que, je vous rappelle, on parle de dynamique des systèmes, et en dynamique des systèmes, comment un système complexe évolue quand son empreinte monte comme ça et qu'il y a une limite, eh bien, soit il évolue comme ça, si la limite on peut s'en affranchir en permanence, soit on arrive à le mettre sous la limite, soit effectivement on l'a dépassé et il se passe ce que je vous écris là. Ça, c'est donc un scénario possible, effectivement, de faire décroître l'empreinte écologique de l'humanité pour arriver à stabiliser le système et à faire en sorte qu'on continue à vivre dans des relativement bonnes conditions de manière durable. C'est donc, je disais, un troisième univers d'imaginaire de l'avenir qui en fait a surtout deux
variantes principales. La première variante, c'est les décroissants. Les décroissants qui disent, même d'ailleurs, il y en a certains qui n'ont pas compris tout ce que je raconte là, qui ne connaissent pas la dynamique des systèmes, mais c'est pas grave, mais qui ont compris que de toute façon, il fallait calmer un petit peu notre niveau de vie, et qui donc disent sous différentes formes, parce qu'il y a plusieurs écoles de la décroissance, mais passons, qui disent qu'effectivement on peut faire ça. Soit on est encore dans des imaginaires un petit peu illimitistes quelque part, ou soutenabilistes. C'est une prolongation de gens qui disent, on va pouvoir faire redescendre l'empreinte écologique de l'humanité, tout en continuant à assurer une croissance économique de nos sociétés. Et donc ils pensent quelque part, eux, que certes, l'empreinte écologique va faire ça, mais qu'au niveau de la croissance économique, c'est-à-dire la quantité de choses qu'on peut produire et de ce qu'on peut faire et de ce qu'on peut acheter, ça va continuer à monter. Et qu'il va y avoir donc ce qu'on appelle un découplage entre l'économie et l'écologie, quelque part. Voilà. Des gens misent tout l'avenir là-dessus. C'est vraiment... Aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est certainement l'imaginaire dominant, celui-là. C'est l'imaginaire dominant de la plupart des écologistes, encore aujourd'hui, mais surtout aussi de toutes les startups, j'ai envie de dire, les startups qui font du green tech, high tech, du smart tech, du clean tech. Voilà. Tous ces gens-là pensent qu'on va pouvoir continuer, grâce à l'innovation, à croître économiquement, et à ce que nos modes de vie, quelque part, et nos possibilités d'action dans ce monde vont continuer à augmenter, avec quelques aménagements, mais qu'on va soulager l'environnement. C'est faux. C'est faux parce que, je ne dis pas que c'est faux théoriquement, à la rigueur, on pourrait peut-être l'imaginer, mais c'est faux empiriquement. Empiriquement, il n'y a jamais eu ce découplage. Il y a eu un découplage relatif, c'est-à-dire que l'économie croît à une certaine vitesse, et l'empreinte écologique croît aussi, mais moins vite. C'est un découplage relatif. Mais un découplage absolu, où la quantité de biens et de services qu'on produit continuerait d'augmenter, mais où l'empreinte écologique, elle, diminuerait, ne s'est jamais produit. Ce découplage ne s'est jamais produit, et je vais même vous dire pire, on part dans la mauvaise direction. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a presque un recouplage. On utilise de plus en plus de choses pour assurer notre économie. C'est le cas essentiellement dans l'usage des matériaux, l'usage des ressources, en fait, quelles qu'elles soient. Aujourd'hui, effectivement, on voit que pour produire un point de PIB, on utilise plus de matériaux qu'il y a 40 ans. Et donc, les gens qui disent « on va, c'est une évidence, grâce à notre innovation, on va réussir à découpler », c'est du rêve, c'est une religion. C'est un concept qui ne s'appuie sur aucune donnée validée par l'expérience. Et donc, il y a un quatrième imaginaire. Dans ce quatrième imaginaire, nous en sommes donc là, et la courbe, ça c'est donc l'empreinte écologique, et la courbe de la biocapacité, elle, effectivement, elle en est là. Dans ce quatrième imaginaire, on ne fait pas ce qu'il faut. Soit on se désintéresse totalement de la question écologique et de la question des limites de la biocapacité terrestre, et tout l'enjeu, toutes les politiques se basent sur croissance économique, croissance économique, croissance économique, et ce dont on ne se rend pas compte, c'est qu'effectivement, rapidement, on dégrade la biocapacité de la planète. Comme dit Dominique Bourg, vous pouvez ne pas vous intéresser à l'écologie, mais l'écologie, elle s'intéresse à vous. Et effectivement, la soutenabilité du monde dans lequel on vit est un sujet important, parce que si ce n'est pas soutenable, ça veut dire que ça s'effondre, ça se casse la gueule. La soutenabilité n'est pas une question d'écologiste. Une question d'écologie, mais pas d'écologiste. Ça concerne tout le monde. À partir du moment où on alimente l'obsession de faire croître l'économie sans se soucier de la biocapacité, celle-ci se dérègle et donc décroît rapidement. On est exactement ici à ce tipping point, là, à ce seuil de bascule. En ce moment, 2019-2020, ça y est, ça a commencé, ça s'accélère. Là encore, ça va prendre une forme d'exponentielle, mais dans la mauvaise direction. Que se passe-t-il à ce moment-là? Eh bien, il faut, pour que ce soit soutenable, c'est la manière dont va évoluer le système. Ça n'a rien à voir avec notre volonté. Le système complexe humanité-Terre va évoluer comme ça. C'est de la dynamique des systèmes. La courbe blanche va repasser sous la courbe violette, c'est sûr, je l'ai déjà dit. Mais en l'occurrence, elle va repasser sous une courbe violette qui elle-même commence à descendre. Et donc on va descendre très vite en fait. Beaucoup plus vite que ce que l'on avait prévu, et beaucoup plus vite que ce qu'il aurait fallu pour qu'on puisse soutenabiliser tout ça, rendre tout ça soutenable autour d'une position d'équilibre. La courbe, en fait, elle va avoir à peu près cette tête-là. Et ça, c'est pas du tout le même avenir que ça. C'est le quatrième imaginaire
d'avenir. Et c'est, j'ai envie de vous dire, le seul imaginaire qui tienne la route. Celui-là n'a jamais tenu la route. Je l'ai repoussé, mais je comprends qu'on ait pu croire qu'on pourrait repousser la biocapacité pendant très très longtemps, puisqu'on l'a fait beaucoup pendant des siècles et même des millénaires, depuis le début de l'Holocène, en réalité depuis le début de l'agriculture, on n'a fait que ça. Sauf que là, ça s'accélère beaucoup, et du coup on s'est rapproché de la limite. Et donc je comprends qu'on puisse penser ça, qu'on puisse en tout cas vouloir le croire, mais c'est une croyance. C'est une croyance parce qu'on ne se rend pas compte, comme je l'ai dit, que la biocapacité, elle n'est pas là, elle est là, et qu'on en est déjà là. À partir de là, les décroissants ont raison. Sauf que quand on est tout seul à avoir raison, on a tort. Il aurait fallu qu'au niveau global, nous nous mettions d'accord sur des politiques de décroissance économique et écologique, sur notre usage des matériaux, etc., et notre exploitation de la nature, des politiques concertées, coordonnées, au niveau global. Et il aurait fallu qu'on fasse ça dans les années 70 au plus tard. On l'a fait? On ne l'a pas fait. On va le faire? Je ne pense pas. En tout cas, on n'en prend pas la bonne direction. Et ce qu'on fait, c'est plutôt que de se dire « Ah ben finalement, on ne peut plus le faire », eh ben il y a des dénis qui viennent, des biais cognitifs qui se mettent en place, qui font que plutôt que de vouloir accepter l'idée que il va falloir décroître, on n'a plus le choix, on préfère entretenir des mythes comme quoi on va pouvoir découpler, mais ça se base sur rien. Le quatrième imaginaire, c'est donc les seuls gens qui sont à peu près clairs sur l'état du monde, en termes d'empreinte écologique et de biocapacité, d'une part, et sur les dynamiques qui sont en cours, c'est sur l'espace des possibles. Aujourd'hui, si on prend tout ça en compte, ça va faire ça. La dynamique des systèmes nous enseigne que le système va évoluer de cette manière-là. C'est la quatrième, donc, catégorie d'imaginaire de l'avenir, ce que j'appelle les imaginaires effondristes. Et tout va se jouer là-dessus. Tout va se jouer sur la partie de la courbe qui entre ici, vous êtes ici, hop, et puis la suite, ce qui en découle. Tout va se jouer là-dessus. Tout va se jouer sur, d'une part, à court terme, est-ce qu'on s'y prépare, est-ce qu'on fait des choses qui vont bien pour justement essayer de décroître le plus vite possible, mais d'une manière où on peut faire des choix, on choisit encore ce que l'on veut conserver, et puis on essaie de faire des aménagements qui vont bien, mais vite. Est-ce qu'on est capable de le faire? Pour ça, il faut sortir du déni, il faut un peu d'humilité, et peut-être qu'on va pouvoir réussir à faire que la courbe, la pente ne sera pas trop raide et elle sera gérable, et du coup on ne va pas trop détruire trop vite la biocapacité, et peut-être même qu'on créera les conditions pour que celle-ci puisse remonter. Pour ça, il faudrait arrêter d'exploiter la nature, il faudrait plutôt la régénérer. Ou est-ce qu'on ne s'y prépare pas et on n'entreprend rien parce qu'on se considère invincible, et puis on croit que de toute façon, il n'y a pas vraiment de problème, et puis s'il y a des problèmes, on saura les résoudre. Auquel cas, la courbe sera beaucoup plus pentue. La différence entre la courbe du haut, qui est une courbe hypothétique, et la courbe du bas, qui est également hypothétique, entre guillemets, les deux hypothèses du futur, elles sont là. La différence entre les deux, c'est que dans le premier cas, la courbe du haut, on a une descente énergétique et matérielle, certes, et donc c'est une décroissance qui est quantitative, mais on peut encore là-dedans avoir une stabilisation et certainement même une marge d'amélioration qualitative de nos modes de vie. C'est envisageable. Dans la deuxième courbe, on ne s'y sera pas préparé, ce sera le chaos. Il va y avoir des dévissages nets, et le fait que la pente soit trop pentue fait que ce n'est pas gérable. Donc ça devient des pénuries, de la panique, du chaos, de la violence, des violences. Même si tout le monde n'est pas violent, il y en aura. Voilà la grosse différence entre ces deux courbes. Tout se joue donc là. Et on peut influer un petit peu sur ces courbes. Ce qui nous permet d'influer sur ces courbes, ce sont les récits, les imaginaires. Il faut réussir à faire de la pédagogie sur ces sujets pour expliquer que cet imaginaire-là est farfelu. Que les gens qui pensent qu'il n'y a pas de limite ou qu'on peut les repousser ad vitam aeternam sont des farfelus, des fous. Non seulement, déjà, le concept lui-même est assez fou, mais en plus, l'expérience du passé démontre le contraire. Les gens qui sont là sont peut-être des gens qui comprennent un peu mieux les choses, mais qui sont très en retard sur l'exponentielle. Parce que même si, comme je le disais, c'est pas une exponentielle partout, puisque ça s'infléchit un petit peu, ça va quand même très très vite encore. Les choses vont tellement vite que, par rapport à il y a 5 ans, les choses ont beaucoup changé. Les gens ne se sont pas mis à jour, ils n'ont pas compris qu'en fait, tout ça n'était plus valable. Les gens ne savent pas qu'on a passé, aujourd'hui on en parle, et le jour du dépassement, tu sais, c'est début août en ce moment, le jour du dépassement, où justement c'est ça.
Jour du dépassement, c'est on dit, à partir du 1er août, symboliquement, l'humanité a consommé plus de ressources que la planète ne peut en générer, et donc on dit qu'on passe le point du dépassement, le seuil du dépassement. Bon, bref, on l'a passé depuis longtemps, ce seuil du dépassement, au niveau planétaire. Je te dis, ça fait bientôt 50 ans. Les gens qui sont là ne l'ont pas compris. Et les gens qui l'ont compris, il y a quelques décroissants qui ont peut-être raison dans le fond, mais une fois de plus, quand on est seul à avoir raison, malheureusement, l'histoire nous donne tort. Et puis il y a tous les autres qui sont dans cette folie d'imaginer des choses impossibles. Petite parenthèse, l'ensemble des politiques que l'on a pour s'attaquer au dérèglement climatique sont dans cet imaginaire-là, misent tout sur le découplage. C'est-à-dire que quand on regarde les COP, les conventions climatiques, aujourd'hui, qui essayent de décarboner les sociétés, eh bien, elles se basent sur un texte cadre, qui est la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, et dans cette CCNUCC, article 3, alinéa 5, n'importe qui peut aller le lire, il y a l'impératif de croissance économique qui est écrit dedans. C'est le cas dans tout ce qui est durable, croissance verte, ceci, cela, soutenable, green, tout ce que vous voulez. C'est le cas à chaque fois, c'est le cas dans la définition même du développement durable dès le rapport Brundtland en 87, croissance économique. Croissance économique pour financer des investissements dans des technologies qui vont nous permettre ce découplage. Bon, donc je n'y reviens pas, mais ce découplage n'a jamais eu lieu, et rien ne permet de dire qu'il aura un jour lieu, même puisque, comme je l'ai expliqué, il y a plutôt un recouplage aujourd'hui, on est dans les mauvaises dynamiques, il est fort peu probable que ce soit possible, et miser l'avenir entier de toutes nos sociétés là-dessus est un petit peu risqué. Tout va se jouer là, tout va se jouer sur nos imaginaires, sur comment on prépare les gens, comment on les prépare culturellement, pour qu'ils se projettent dans ces imaginaires-là, plutôt sous un mode transition towns, les villes et territoires en transition, à la mode Rob Hopkins, où on va effectivement créer des systèmes humains et écologiques localement qui seront des systèmes résilients, qui vont pouvoir redonner de la joie de vivre, du sens aux gens en recréant des écosystèmes, une fois de plus, humains et naturels qui font sens et qui sont durables, plutôt que d'autres imaginaires, qui sont des imaginaires soit, je dirais, survivalistes. Il y a tout un tas d'imaginaires et de déclinaisons du survivalisme, mais en tout cas, il y a certains imaginaires survivalistes purs et durs, où il s'agit évidemment de se bunkeriser, de s'armer jusqu'aux dents, parfois même de créer des milices, etc. Et évidemment, il y a plusieurs types d'imaginaires. Il vaut mieux aller vers des imaginaires positifs, sans forcément être candide. Attention, il y aura de la violence, il faut s'y préparer, mais il ne faut pas être obnubilé non plus par ça et ne penser plus qu'à ça, parce que les imaginaires qui sont les plus bellicistes, ou les plus basés sur une prolongation dans des rapports de force, qui ne voient le monde qu'à travers des rapports de force, ces visions-là vont créer au mieux des systèmes qui vont créer les conditions du conflit localement, et qui ne seront pas résilients. Moi, je ne suis pas en train de dire « Oh, j'aime pas les milices », je les aime pas, mais ce n'est pas mon propos. Je suis juste en train de dire « ça ne marche pas ». Concrètement, si vous voulez être résilient, c'est-à-dire ne pas plutôt aller vers cette courbe-là que vers celle-ci, il faut s'entraider, créer des systèmes résilients, au niveau territorial, à la juste échelle, s'entraider, faire ça ensemble. Donc voilà, il y a différents imaginaires, tout se joue là, les récits sont importants, comment on prépare les gens culturellement, c'est important. Et c'est dans cette quatrième univers, parmi les quatre que j'ai présentés, des imaginaires de l'avenir, que tout va se jouer